Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Synthèse, le résumé de l'actualité de la semaine sur Télésignal avec Michli, Alexis et Marc Eden jeudi. Tout de suite, voici les titres. À la une de l'actualité, fin jeudi du processus d'inscription des candidats aux prochaines législatives. C'était la grande affluence dans les bureaux électoraux départementaux le dernier jour des inscriptions. 2029 candidats se sont inscrits sur tout le territoire national. Selon un bilan partiel, la liste définitive devrait être publiée le 1er mai. Dossier libération de Samson La Familia et Renel Le Récif, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire admet la décision du juge Lamar Bélizaire. L'État haïtien attend la décision de la Cour de cassation pour savoir quelle suite donner à l'affaire. Dans l'actualité également, tenue cette semaine de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée, initié par la firme privée Groupe Croissance. Les discussions qui ont duré 5 jours ont été articulées autour du thème « Financer les exportations en Haïti ». Rendez-vous au Champ de Mars cette année pour la traditionnelle foire culturelle et gastronomique célébrant la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai. L'événement durera 3 jours, sera lancé ce 1er mai, annonce le ministre du Travail. À l'étranger, Katmandou, la capitale du Népal, secouée par un violent tremblement de terre de magnitude 7,9 ce samedi. Le bilan provisoire fait état des centaines de personnes péries, plusieurs bâtiments effondrés et de nombreuses personnes restent ensevelies sous les montagnes de béton de gravier. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Nyon Haïti, Yon Réseau. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, fin jeudi du processus d'inscription des candidats au Sénat et à la députation pour les législatives partielles de 2015 au niveau du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, c'était la grande foule. Ils étaient légion, les candidats à faire le dépôt de leur candidature aujourd'hui, dont la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy-Martelly, candidate sous la bannière de la plateforme présidentielle, le PHTK, Annette Auguste Di-Sohan, elle aussi de PHTK, l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus de l'ID, John-Joël Joseph du MOPAM, également inscrit dans la journée du jeudi 23 avril, l'animateur de radio Caleb Deramo, candidat à la députation de la commune de Tabar sous la bannière de la plateforme Vérité. Plus de détails avec nos collaborateurs journalistes Saint-Ilus et Yvon Seyid. Normalement, c'est jeudi 23 avril, là, eh bien, toute bagaille a fini au niveau CEPA, qui sous route Frayant, Bête de l'Ouest 1, dans le cadre du processus inscription candidat. Jeudi, c'est presque le même scénario hier et mercredi, pour ne pas dire que jeudi a plus, puisque embouteillage là, toujours monstre, en pile partisans, ces partisans candidats, vini
supporter candidat yo. Et au niveau de salle d'attente et CEP à tout, c'est un pile embouteillage. C'est presque pas de côté pour piquer les épingles tellement il y a un candidat qui vient inscrit pour aujourd'hui. Un pile candidat au Sénat, notamment Madame chef l'État, Sophia Saint-Mimateli, Annette Auguste, Anne, Chile Ludor de famille Lavalas, également Tunab Delpé de Mopod, tout lui Gérald Gilles qui inscrit sous bannière parti famille Lavalas. Yo tout presque même vision, même discours, c'est arrivé pour un autre changement en un pays. Dans ce sens, d'après vous suivre une des l'autre qui t'a parlé après inscription. Merci. Bonjour. Pardon? Oui, c'est bien ça. Attention. Merci. Pour le Sénat de l'Ouest. Dis-nous qui ça motive pour venir inscrire au Sénat. Eh bien, motivation, c'est nous-mêmes, parce que moi, je n'ai pas marché bien pour nous. Alors, je vais vraiment être là, en façon pour me déraciner de tout le mal avec l'autre collègue Kaplay. Parce que Jean-Bagaille a marché à nous-mêmes, nous ne sommes pas contents. Le peuple n'est pas content, moi-même, je ne suis pas content. Nous allons faire tout le bagaille ensemble. C'est Dr Louis Gérald Gilles qui est le sénateur du département de l'Ouest. Et si l'autre monde est sénateur après Gérald Gilles, c'est Dr Schiller Ludor, famille Lavalas, Bortabla numéro 54, qui n'a jamais perdu bord, qui toujours est dans le même bord, qui c'est bord peuple là. Et cette fois-ci, nous venons sans bruit, sans trompette, parce que nous avons été mandatés par le peuple pour la reconquête, pour la reprise du pouvoir. Reprise du pouvoir pour faire quoi? Pour nous satisfaire besoins élémentaires, peuple là, qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et nous allons continuer la bataille pour ne faire que l'homme violer la constitution dans le pays, puisque continuer de faire destituer, comme Jean la loi dit, pour nous capables de faire que l'État nous reprenne escamp figure, fait que le Parlement nous, qui perdu escamp figure depuis quelque temps encore, contribuer à refaire image parlementaire. Vous entendez des déclarations, quelques candidats, il y a toujours qui est inscrit pour sénateur au niveau du département de l'Ouest. Matin, jeudi ça, il y a René Civil qui peut représenter parti Remé Haïti. Il y a tout Jean-Renel Senatus, on connaît sous Zokiki qui c'est ancien commissaire gouvernement de Port-au-Prince qui tape mené en bataille contre la délinquance juvénile. Et d'ailleurs, c'est pour un point fort campagne, d'après ça le dit, qui c'est la famille. C'est défendre la famille et peut-être que la famille vienne gagner même importance que le gagné autrefois. Gagner tout. Alors, il faut dire que Sénatus Zokiki l'inscrit sous l'idée, ce qui c'est Ligue dessalinienne, gagne tout, ancien sénateur l'Ouest. John Joel Joseph qui inscrit toujours aujourd'hui là sous parti Mopam, un parti que lui-même a dirigé. Les pouvoirs législatifs, lui détient une capacité capable de faire pays à bien gérer. L'air au monde ou sénateur ou député de la République, il faut avoir une capacité pour comprendre le problème pays, pour capable garder diplomatie pays, fonctionnement pays, comment la diriger, comment la faire gestion. Dit, il faut la protection de la famille en dans 50e législature là au Sénat. Mais sénatus pour la bataille pour nous garder dans quelle mesure? En dehors de alors à côté de l'Utsoki qui a mené stopper pour nous garder comment nous sommes capables d'implémenter des propositions de loi sur le renforcement de la famille. Donc moi présent là pour me venir faire des pièces pour me candidat au Sénat pour le département de l'Ouest pour me continuer servir peuple haïtien. Moun sa on suivre là, yo même c'est moun qui inscrit pour aller participer dans l'élection comme candidat pour le département l'Ouest là. Kounya là, nous allons présenter ensemble candidats qui inscrits, bon même si c'est pas tout puisque y a un pile et gain qui dans l'anonymat, c'est que nous pas connaissons tellement. Gain par exemple Gary Bodo qui c'est ancien responsable communication primature, lui même tout qui est inscrit jodi là sous bannière parti politique qui est le bouclier national. Il est inscrit pour député Delmar. Gain tout animateur radio Caleb Deramo qui inscrit jodi pour aller représenter commune Tabar, li inscrit sous bannière parti politique qui est les Vérité. Guigno Joseph tout
qui inscrit jeudi, qui va représenter commune Carrefour dans le cadre de l'élection. Ce n'est pas seulement Mounsayo, Timothée Oni, nous connaissons de Fopak, et Dieudonne Sensi, qui inscrit tout pour aller représenter la plateforme Petite Dessalines dans le département l'Ouest. Comme ça, tout gagne l'humain lugiste qui inscrit sous plateforme Petite Dessalines pour aller représenter commune Cité Soleil dans le cadre de la prochaine élection. Donc, je m'invite au Kounia à suivre réaction quelques dans le candidat ça me sortit de là, puisque yo même tout yo gagné vision par yo, d'après ça vous fait connaître, pour capable retirer le pays dans la situation que lié journée aujourd'hui là. Donc, je vais suivre déclaration Gary Bodo, Caleb Deramo et Guigno Joseph. C'est de jeudi, et mettre terrain prend terrain, donc population d'Elma, ensemble de jeunes qui toujours réfléchir ensemble dans des clubs littéraires, penser pour un ensemble de problèmes qui supposés toucher à Delma. Donc je me dis, nous, c'est pour un hasard qui mène là, je pense son cheminement et je me dis, la tête haute. Et pour mettre nous déjà, les amis la presse ou bien la population, pour mettre nous déjà, je ne vais pas prendre un petit député, ni un député, je vais l'acheter comme ça. Je ne vais pas achetable, je ne vais pas vendable. Le Parlement, ça paraît détruit. Il n'y a pas fait dans le Parlement en confiance. Il est le temps pour nous gagner de nouveaux dirigeants. De dirigeants qui pourraient dire vérité, qui pourraient apporter des réponses claires à toute interrogation en population. Il ferme sous ça et d'ailleurs, il y a un président Bedlan qui sont annoncé que jeudi à 11h59, pas gagner possibilité pour aucun candidat arriver inscrit. Si minuit on prend candidat de your barrière, donc c'est que il n'y a pas de chance encore pour l'inscrire dans le cadre de la prochaine élection. Donc c'est comme ça y est, toujours gagner en pile tension, ok, en pile tension, en pile parler en pile, puisque en pile parler en pile, je que vous avez suivi là, en pile parler en pile jusqu'à présent à 4h, 5h, en pile embouteillage pour candidat, t'es carrément en pile pour ces cafés là. Donc c'est véritable tête chargée pour monsieur arriver inscrit. T'as là des problèmes formulaire d'inscription, vous êtes obligé de camper sur ce processus là pour aller gommer ou pousser entre agent de sécurité et candidat. Là où j'ai fermé parce que la situation paraît extrêmement compliquée dans le moment que nous avons parlé avec vous là, dans le local et BED l'Ouest et CEPA qui trouvaient sous frère où tu as dit que le candidat dépassé par les événements, y compris les membres du BED qui vraiment dépassé par les événements. C'est l'équipe Télésignal là qui est dans la rue, qui t'a porté pour Imai Sayo. Il faut dire que certains des candidats arrivés jeudi soir avant minuit au local du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 à Frères ont réussi à finaliser leur processus d'inscription jusqu'à vendredi matin 5h. Plus de 10 heures après la fermeture du processus, d'autres candidats qui se trouvaient à l'intérieur du local du BED de l'Ouest 1, bien avant l'échéance, faisaient la queue en vue de se faire enregistrer. Mécontents, ces candidats non inscrits ont dénoncé le comportement des responsables du BED de l'Ouest 1 qui, disent-ils, leur ont joué des tours. Pas de nouvelle prolongation pour des candidats retardataires. Le directeur exécutif du CEP, Moursler Georges, estime que l'institution électorale ne peut pas s'inscrire dans la logique de prolongation du processus alors que les candidats avaient bénéficié de 4 jours supplémentaires pour se mettre en règle. Rappelons que le délai antérieur pour la fin du processus d'inscription était fixé au 19 avril dernier. Concernant les griefs des candidats non inscrits, le directeur exécutif rappelle aux intéressés que le décret électoral, en son article 90, trace clairement les procédures à suivre pour se faire inscrire aux prochaines législatives. Les précisions de Moursler Georges au micro de Jonis de Saint-Ilus et Yvon Seyidi. À partir de date d'inscription jusqu'à 72 heures après fermeture d'inscription. Qui ça va le faire avec candidat qui finit payer 50 000 gouttes là? Ils payé 50 000 gouttes là qui bon. Monsieur, le décret électoral, l'article 90 l'a dit, met ensemble de pièces pour soumettre. Et le système qui est établi là, depuis on pièce manqué, le système n'a pas même quitté, membre BED là, finaliser le dossier. Donc, le problème là, il n'est pas au niveau CEPA. CEPA a gagné dans le calendrier électoral là, on date pour l'inscription commencer, on date pour le finir. Je dis, si CEPA a rentré dans la logique, on joue, 33 heures de temps en plus, nous allons bousculer le calendrier électoral là, nous ne pouvons pas respecter la date nous avons fixée pour faire l'élection. Qui est là, qui bon? Non. Non.
il y a deux catégories de monde qui étaient là hier soir. Et hier soir, je suis sorti là à 11h30. Il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui viennent, il y a des candidats qui viennent, pièces correctes, ils rentrent, même bête yo prend temps jusqu'à 5h du matin, ils finissent inscrire. L'autre catégorie de monde, c'est des candidats qui là, qui ont un dossier, mais le dossier n'est pas complet, qui a demandé pour yo jusqu'à midi jeudi pour aller chercher grain presse pour compléter le dossier. Or, là encore un problème. Système là, l'imprimer un document, l'imprimer à date sous l'IA. Même si on monte aller chercher une pièce jeudi, date cap sous l'IA, c'est à date jeudi ou inscription fermée. Hier, l'arrivée dans le bureau contentieux, il y a tout le candidat à carnet parce que document le poté, son document qui date après fermeture, inscription candidat, il ne peut pas même servir. Il faut dire que selon un bilan partiel de l'institution électorale, 2029 candidats ont déposé leur dossier aux différents bureaux électoraux départementaux du pays, a informé le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges. Il faut dire que les réactions pleuvent depuis le 23 avril, la date limite de l'inscription des candidats aux prochaines législatives. Parmi les candidats les plus visés, la première dame de la République, candidate au Sénat pour l'Ouest, Sophia Saint-Rémy-Martelly est de nationalité américaine, a précisé le premier sénateur de l'Ouest. Elle est née dans la ville de New York aux États-Unis en 1965, a révélé Steven Benoît. Pour preuve, le sénateur Benoît dit détenir une copie du passeport de la concernée. Le parlementaire a reconnu cependant qu'il n'était pas en mesure de préciser si la première dame, enregistrée sous la bannière du parti Tête-Calais, avait renoncé ou pas à cette nationalité étrangère. Toutefois, le sénateur Benoît a rappelé que la Constitution amendée donne plein droit à un citoyen ayant la double nationalité de se porter candidat dans la mesure où il renonce à sa deuxième nationalité dans les délais. Les précisions du sénateur Steven Benoît. Je copie passeport madame n'a fait même année avec d'ailleurs. Il va avoir 50 ans dans un mois ou 2 mois, ça nous fait la même année 1965, ça me suit de ça. Donc je copie passeport à tout. Donc on est en bas on est style américain, on est en bas on est style renoncer officiellement à la nationalité américaine qui côté par devant qui juge en qui année là-bas on est. Mais il clair, Sophia Martelly est né à New York City en 1965. Bon là j'ai même 50 ans. Mais la Constitution amendée a dit si vous renoncez avant la date de l'inscription, et ça Constitution amendée a dit ou qu'il y a un candidat. Mais il n'a pas dit comment vous renoncer. C'est américain, loi américaine qui vous a dit comment vous renoncer. Donc on a un papier qui montre qu'il renoncer et devant le tribunal. On attend pour voir. Le gouvernement haïtien applaudit la nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le processus électoral avec la fin des inscriptions des candidats pour les législatives de 2015. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, encourage les acteurs à jouer pleinement leur rôle en vue de la réussite du processus. Rothschild François Junior rappelle que l'administration Martelly-Paul tient à ce que les élections se réalisent cette année en toute sécurité dans le pays. C'est d'ailleurs pourquoi, dit-il, elle rend disponibles les moyens nécessaires pour arriver à cette fin. En ce sens, le ministre François indique que l'État a déjà mis 13 millions de dollars américains pour la réalisation de ces joutes, ainsi que 500 millions de gourdes pour le financement des partis politiques. Rothschild François Junior au micro de Wendy Henry. Nous avons une grosse étape qui franchit là hier au niveau de l'organisation des élections en Haïti avec fin processus inscription tout candidat selon des informations qui a communiquées par CEP. Il y a moins que 2000, plus que 2000 candidats qui inscrits, que ce soit au Sénat ou bien à la députation. Donc ça a montré que vraiment il y a un engouement bon côté opérateurs politiques, opérateurs dans la société civile pour participer à l'élection. Donc nous connaissons que toute décision finale parle au niveau du CEP concernant candidats qui parlent agréés pour capable participer dans la campagne électorale qui vient pour démarrer bientôt en Haïti. Donc tout de même au niveau du gouvernement, nous encouragés par une nouvelle étape ça qui franchit par le Conseil électoral provisoire et nous souhaitons encore une fois que tout le monde joue au rôle pour que l'élection ça on réussite. Nous-mêmes nous croyons une élection, des instructions très claires passées par le président de la République Michel Martelly, nous-mêmes dans le gouvernement pour que nous mettions tous moyens à la disposition de pays pour que l'élection on réussite pour être capable d'encadrer et créer bonnes conditions pour que l'élection ça on réussite en Haïti. Donc, une disposition qui prend au niveau du gouvernement concernant employés de l'État, etc., pour ne pas utiliser matériel de l'État pour capable faire campagne. Donc, il y a des mesures très claires qui sont fixées au niveau du gouvernement sur la question.
La population haïtienne se montre de plus en plus désintéressée aux élections, tandis que le coût des élections augmente d'année en année. Selon un rapport présenté ce jeudi par le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, après avoir produit des réflexions sur le thème « Élections et démocratie en Haïti », quid de la participation citoyenne. La non-tenue des promesses électorales est l'une des causes de ce désintéressement, selon ce rapport qui a fait plusieurs recommandations, dont la nécessité de la mise en œuvre du Conseil électoral permanent. À ce sujet, les explications de Gédéon Jean au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Maintenant, en tant que rapport, nous essayons de proposer quelques éléments en termes de recommandations, si vous voulez. D'abord, nous avons estimé, nous estimons justement qu'il faut initier à l'échelle nationale, pour une période de 5 à 10 ans, un vaste programme d'éducation civique qui tient compte véritablement des besoins du processus démocratique. C'est extrêmement intéressant, puisque l'éducation, c'est la base du développement, comme le souligne par exemple les Nations Unies à travers la déclaration sur le droit au développement. Donc on ne peut pas concevoir le développement sans avoir une éducation de qualité. Donc c'est un premier élément qui est au cœur de nos recommandations. Le deuxième élément, nous disons qu'il faut renforcer et moderniser les partis politiques en tant qu'institution essentielle de la transition démocratique. Troisième élément qui est au cœur de nos recommandations, c'est la nécessité d'avoir un consensus politique. Ceci est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas résoudre les problèmes d'Haïti s'il n'y a pas un consensus politique. Pour nous, la politique, c'est vraiment le premier élément important et également le premier élément qui est de nature, je dirais, très transversale. Il faut dire que d'après ce rapport, en 1990, 4 millions de dollars américains ont été dépensés pour l'organisation des élections, contre 60 millions de dollars pour les joutes de 2006 et en 2015. On prévoit 66 millions de dollars pour l'organisation du scrutin. En 2006, le président a été élu avec 22,39% des électeurs contre 15,21% en 2010, indique le rapport. Parlons élections toujours dans le but d'encourager une plus large participation des citoyens aux prochaines élections. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics invite la population à se faire enregistrer à l'Office national d'identification. Le coordonnateur de l'OCAP, qui fait état des avancements obtenus par l'Observatoire dans le cadre de sa mission de sensibilisation durant la période électorale, du train que ça va, l'OCAP n'enregistre aucun signe présageant que les élections ne pourront se tenir cette année, affirme Vernon Jean, qui invite le CEP à continuer sur cette lancée. Question de garantir la crédibilité du processus électoral. Le coordonnateur de l'OCAP dit appuyer l'idée de regrouper les partis politiques afin de réduire davantage le nombre de structures politiques habilitées à participer aux prochaines joutes. Vernon Jean répondait aux questions d'Éphésie Mathieu. Processus dans lui-même, c'est-à-dire démarche pour électeurs, une inscrit, 2 pour intégrer dans le processus là, 3 pour sensibiliser, 4 pour voter. Chaque étape, ça, déjà, nous la première là, nous avons l'idée que nous avons sensibilisé et appareil électoral, c'est-à-dire le CEP, pour continuer en démarche que jusqu'à présent, nous pouvons enregistrer un lien qui a fait nous dire que CEP a pas en mesure d'organiser de bonnes élections. Jusqu'à présent, travail nous a dit normal, correct, et déjà son CEP nous en contact avec et en permanence sous déroulement et cuisine interne comment ça a passé. Au niveau de l'organisation des partis politiques, nous croyons qu'il y a une pile évolution qu'a fait pour eux-mêmes entre eux jouer un consensus nécessaire pour réduire le nombre de partis pour arriver à des plateformes, nous à l'écoute. Parce que tout le monde n'a pas le même travail sur le terrain, nous-mêmes en tant que société civile, c'est assurer que toute bagaille est faite en bon terme et sans partialité.
et dans toute impartialité que le processus a déroulé et permettre que et les partis et les électeurs aient une relation tout à fait équitable qui assure crédibilité vote là et renforcer capacité organisation tout au niveau national pour à l'avenir nous gagner une potentialité qui est capable de permettre de nous arriver à un niveau supérieur. L'information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux mardi dernier. L'avocat et militant politique André Michel a confirmé que le consulat américain a effectivement révoqué son visa. Le responsable de la plateforme Justice dit toutefois ignorer les motifs justifiant cette décision du consulat américain. Maître André Michel, qui a rencontré la presse haïtienne mercredi matin autour de ce dossier, a fait peu cas de cette mesure de l'ambassade américaine. Il a affirmé qu'en aucun cas une telle décision ne saurait l'empêcher de continuer sa lutte en faveur d'un mieux-être pour les démunis en Haïti. Les déclarations de Maître André Michel au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. Hier matin, qui était 21 avril 2015 là, l'été vers 11h38, les moins recevoir un appel de un monde qui travaille dans l'ambassade américaine, évidemment avec la courtoisie qui a toujours été la mienne. Moi, parlé avec mon nom, il dit deux bagailles. Premièrement, Monsieur André Michel, je vous informe que votre visa américain a été annulé. Et deuxièmement, si vous avez besoin de l'autre visa, vous êtes capable de remplir les formalités pour joindre l'autre visa. Maintenant, moi, je prends une nouvelle là, je recevoir li. Évidemment, nous tous sommes d'accord avec moi. Ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas le visa américain. D'ailleurs, je n'ai toujours un visa américain. Ce qui est plus important pour moi, c'est la capacité pour me déplacer sur Port-au-Prince, aller dans le département sud-est, aller Jacmel dans le pays moins. Mais je dois vous dire en passant que jusqu'à cette présente seconde, je n'ai pas encore les motifs sur lesquels je basé pour dire je prends telle ou telle décision. Même si je coupe visa, mais bataille moi toujours qu'on a mené, m'a toujours mené, m'a toujours continué bataille contre la corruption dans ce pays. Parce que quoi corruption, c'est lui-même qui peut gros mal pays à traverser aujourd'hui. Même si visa coupé, m'a toujours continué à dire, il n'est pas normal pour nous vivre dans le pays, quand on gagne 50% l'argent de l'État qui allait dans la corruption. Dossier libération de Sonson La Familia et Runel Le Récif. Le verdict prononcé par le juge Lamar Bélizaire en faveur de Woodley Théard et Sonson La Familia et Runel Nelfort alias Runel Le Récif vendredi dernier lors des assises criminelles sans assistance de jury continue de faire des vagues. L'administration Obama se montre inquiète suite à la libération de Woodley Théard alias Sonson La Familia et Runel Nelfort alias Runel Le Récif vendredi dernier. Ces deux hommes étaient accusés notamment d'enlèvement suivi de demandes rançon, de trafic illicite de stupéfiants. Nous sommes très préoccupés par cette décision de libérer rapidement ces hommes, a noté le porte-parole du département d'État américain invité à réagir sur le sujet selon l'agence internationale d'information Reuters. C'est un dossier qui se poursuit au niveau du tribunal haïtien et nous comprenons qu'appel suite être fait sur cette décision, a poursuivi le porte-parole dans un courriel repris par l'agence Reuters. Autre nouvelle, le gouvernement dit attendre la décision de la Cour de cassation pour savoir la suite donnée à l'affaire. Déclaration de Rothschild de François Junior qui rappelle que dans le cadre de l'indépendance des pouvoirs, l'exécutif ne peut pas interférer dans ce dossier. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est le chef du pouvoir judiciaire, admet qu'il ne peut pas casser la décision du juge Lamar Bélizaire. Les précisions de Rothschild de François Junior au micro de Éphésie Mathieu. Alors, pour ce dossier Sonson La Familia, j'aime de c'est que le gouvernement, au cours de décision, le gouvernement choisit voie légale pour les capables d'essayer de résoudre le problème. Donc, nous exerçons pouvoir en cassation, nous attendons que la Cour de cassation décide pour connaître qui ça va faire dans le cas ça. Et je me rappelle encore une fois, CSPJ qui est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est eux-mêmes qui chef pouvoir judiciaire là, eux-mêmes ils admettent qu'ils n'ont pas qu'à casser la décision que le juge Lamar Bélizaire prend. Donc nous-mêmes,
au niveau du gouvernement. Nous ne pouvons pas un coup de baguette magique pour dire que nous allons casser des décisions. Nous n'avons pas le droit à ça. Parce que chaque pouvoir est indépendant. Ça, c'est le pouvoir judiciaire, nous-mêmes, c'est le pouvoir exécutif. Ça nous fait, la Constitution dit qui ça pour faire, la loi dit ça pour faire. Le gouvernement choisit, voit ça, exerce le pouvoir en cassation et n'a pas une décision finale qui parle pour au niveau de la Cour de cassation. Des gens qui sont liés, sont la familiale élection. Nous-mêmes, nous focus sur l'élection. Pays a un mode électoral. Nous avons fait tout ça qu'on est au niveau du gouvernement pour que l'élection réussisse en Haïti, pour capable renouveler le personnel politique là. Encore une fois, nous mettons pour tout le monde jouer partition, la presse, la police et la population haïtienne qui parle le dernier mot pour connaître qui est-ce qui parle député, qui est-ce qui parle sénateur. Pays en mode électoral et au niveau du gouvernement, c'est une mission que nous gagnons pour nous capables de favoriser l'organisation d'élections en Haïti. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a nommé Bernard Saint-Ville, doyen AI du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en remplacement de maître Raymond Jean-Michel qui a été mis en disponibilité. Une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire suite à une convocation du juge Jean-Michel par le CSPJ mercredi autour du dossier de la libération de Samson Lafamilia et Renel Le Récif lors de l'audience du vendredi 17 avril dernier. Selon le CSPJ, le doyen Raymond Jean-Michel a reconnu avoir commis des erreurs dans le cadre de ce dossier. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a pris cette décision pour cause de négligence administrative et déclare que cette mesure est effective dès réception de la présente conformément à une résolution prise par le CSPJ en date du 22 avril 2015. Parlons justice toujours, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Kerson Darius Charles, a été mis en disponibilité par le ministre de la Justice. Les causes de cette décision du garde des Sceaux de la République restaient jusqu'à la fin de cette semaine inconnues. Toutefois, le ministère de la Justice explique que c'est dans le souci de donner un nouvel élan à ce parquet et en assurer le plein rendement pour la bonne marche de la justice et la préservation des intérêts de la société que cette décision a été prise. Parallèlement, le chef du parquet près du tribunal de première instance des Gonaïves, maître Enoch Génélus, a été démis de ses fonctions. Une décision du ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui fait suite au rapport de la commission d'enquête dépêchée par le MJSP dans la juridiction des Gonaïves. Selon le rapport, maître Enoch Génélus a agi en tant que parquetier sur un dossier déjà transféré au cabinet d'instruction. Une telle intervention va à l'encontre du principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Autre nouvelle, et dans la ville des Gonaïves toujours, dans le département de l'Artibonite, mercredi dernier, des centaines de personnes ont gagné les rues pour exiger l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans le scandale de pots de vin dans le cadre de l'affaire Madsen Clairvoyant, affaire qui avait éclaboussé le parquet de la ville la semaine dernière. Suivez ce compte-rendu de notre collaborateur Diolivens Jules. Plusieurs centaines de manifestants sortis dans divers secteurs de la société a manifesté dans la rue Gonaïve matin mercredi 22 avril là pour dénoncer toutes sortes de dérives cap kangrené appareil justice cité indépendance là. Pendant mouvement si là, manifestants yo réclamé arrestation et puis jugement avocat corrompu qui dans système non, yon légé droit yo notamment sous commissaire gouvernement Gonaïve là, maître Enoch Génélus qui te joint révocation dans commencement semaine non pour faute administrative, li commettre dans cadre dossier scandale qui mettait en cause yon avocat dans ville là ak yon l'autre citoyen. Occasion pour plusieurs centaines de monde dans cité a présenter cahier revendication yo sous fonctionnement système justice là dans cité a. Manifestation si là qui était commencé sur route date là parcourir divers rues dans cité a pour talbout devant local palais de justice Gonaïve là t'es fini sans aucun incident grave grâce à la présence de la police sur tout parcours. Rappelons que le juge Carves Jean occupait jusque-là la fonction de substitut commissaire près de la dite cour. Autre information, l'ordre est formel et il émane de la direction départementale de l'Ouest de la police nationale. Les agents de l'unité départementale de maintien de l'ordre, UDMO, doivent investir le local aménagé à leur intention dans la commune de Cité-Soleil. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, André Jonas Vladimir Parison,
qui voulait apporter plus de précision jeudi dernier autour de ce dossier qui a soulevé la colère de certains agents de l'UDMO, a expliqué que c'est une décision temporaire qui n'a rien à voir avec la politique, sinon un moyen de rapprocher les policiers de la population de la cité. André Jonas Vladimir Paraison, micro de Jonis de Saint-Ilus et Samus David François. C'est des calculs qui font en haut lieu pour permettre que l'UDMO ne pas en difficulté pour l'entrée en Cité Soleil. Et Cité Soleil, c'est pour le peuple haïtien, c'est nous. Police nationale travaille pour le peuple haïtien pour permettre que la population évolue à toute quiétude. Est-ce que nous-mêmes dans la police nationale, nous sommes supposés faire ce qu'on appelle le stéréotype? Garder mon Cité Soleil comme les autres endroits, garder mon Cité Soleil comme démunis, et pas capable d'aborder mon Cité Soleil pour être capable de supposer gagner assistance que l'État doit gagner. Non, la police nationale n'est pas une philosophie. Dans la politique protégée servie, nous servons tout le monde qui reconnaît comme haïtien en bas de drapeau bleu et rouge. Et nous servons toute l'autre entité tout qui va faire partie de l'intérêt fondamental paysan, mais qui vient visiter nous, c'est humain. Nous servons tout le monde, nous là pour tout. C'est une optique ça. L'état-major police là prend décision. Par contre, s'il va changer la relation. Mais selon toute discussion que tu as gagnée préalable, c'est une décision temporaire pour aider pour abriter le local ça, pour un temps bien déterminé, en attendant que la politique de construction d'une nouvelle base pour la UDMO implantée. Il existait déjà, projet en état d'étude, mais il faut qu'on ait en phase de matérialisation. Restez branchés Télésignal, plus d'informations à venir. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Comme annoncé en titre, la 5e édition du Sommet international sur la finance et la technologie appliquée s'est tenue cette semaine à Pétionville. Organisé à l'initiative du groupe Croissance, ce sommet qui a duré 5 jours a été l'occasion de débattre de plusieurs thèmes relatifs entre autres à la finance publique était abordé. Le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kessner Farrell, qui s'exprimait lors de la dernière journée des discussions, a affirmé que la 5e édition du Sommet international sur la finance et la technologie aura des retombées positives sur le pays, notamment ce qui a trait au renforcement des relations existantes entre les secteurs publics et privés. L'économiste Kessner Farrell au micro de Éphésié Mathieu. De marathon ça, puisque son activité de 5 jours, de lundi jusqu'à vendredi. Dans la pleine premier jour, on a parlé de finances municipales, qui était un gros succès avec des déclarations qui étaient faites particulièrement lorsque le sénateur Privé qui a intervenu dans le sommet a dit qu'on a pas 20 000 maisons en Haïti qui payaient un impôt locatif. Donc ça va monter dans quelle situation que le pays a eu sous affaires finances municipales. Donc c'était la principale déclaration du jour et qui va mettre dans une situation pour nous réfléchir comment pour nous aider tête nous dans la communauté, nous payer taxes et pour être capable de bon service en retour. C'est renforcer d'abord les relations entre le secteur public et le secteur privé. Et nous avons rappelé que nous en 2015, 15 ans après le lancement des objectifs du millénaire pour le développement, il va lancer là les objectifs de développement durable et Nations Unies reconnaître que ce n'est pas seulement accès à la santé, à l'éducation, mais également accès aux services financiers de base. Année ça, nous lançons un indicateur qui s'appelle Indice d'inclusion financière. Nous recommandons des départements pour le Nord-Est, la Grand'Anse et les NIP. Il n'y a pas même gagné, ça nous a capable de 25 millions de dollars américains de ressources bancaires, de dépôts bancaires. Donc tout autant que nous avons trouvé ça, creux ça, haute
reste pauvre sur Port-au-Prince. Port-au-Prince, il y a à peu près 85% des dépôts bancaires dans le système. Donc, si que des équilibres ça créé, il va provoquer un problème au niveau de l'économie. Donc, recommandation, c'est fournir des informations pour permettre que l'on connaissance de situation et pour prendre de meilleures décisions. Autre nouvelle, le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique ayant à sa tête le Premier ministre haïtien Evans Paul a tenu lundi sa première grande rencontre à la primature sous le thème réglementer le mode de recrutement au sein de l'administration publique. Le Conseil a été conçu dans l'objectif de dynamiser les institutions publiques afin de donner de meilleurs résultats. Le chef du gouvernement, Evans Paul, qui s'exprimait à l'issue de cette grande rencontre, a mis l'accent sur l'importance de réguler le processus de recrutement du personnel dans l'administration publique, un des principaux moyens de renforcer les institutions publiques, croit Evans Paul. Ces déclarations au micro de Wendy Henry et Wesley Antoine. Le mécanisme pour le Premier ministre est défini par la Constitution. Jean-Paul, député ou président, est défini par la Constitution. Mais la loi qu'on y a réglé qui ont entré dans la fonction publique là, qui ont fait carrière dans la fonction publique là. Et c'est ça qui prend nos combinaisons qui pour faire nous gagner un État qui est solide, qui gagne deux paliers, qui gagne état-major, qui c'est monde qui a assuré Samuel gouvernance temporaire, la constitution mandel, dictel, orientel, et monde qui a assuré la permanence de l'État. Pendant qu'on a regardé qui ça nous fait avant, qui était bon, bien pas bon, pour nous corriger aujourd'hui, qui peut permettre de nous gagner un meilleur avenir pour l'autre génération qui va venir, joindre un héritage qui est bon pour nous faire payer nous avancer bien, pas gagner une bonne gestion des affaires publiques sans nous pas adresser problème organisation, système, fonctionnement de l'État. Et c'est justement au rôle ça, Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique là gagné. Échanger autour de l'importance d'intégrer les diasporas dans les sphères décisionnelles de leur pays. C'est dans cet objectif qu'une rencontre internationale sud s'est tenue mercredi à Port-au-Prince, à l'initiative du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Les discussions ont centré autour du thème Diaspora et institutions haïtiennes, un cadre de coopération pour un développement durable, ont réuni des représentants de 42 pays du Sud, dont le Maroc, le Bénin, la Guinée, le Sénégal et Haïti. L'occasion pour les diasporas des différents pays ayant participé à ce séminaire de partager idées sur les opportunités à exploiter pour l'avancement de leurs pays respectifs. Écoutons à ce sujet les explications du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Olivier Pierry, au micro de Ephysé Mathieu. On rencontre là d'abord, c'est solidarité. Solidarité, c'est pour montrer que Haïtiens qui de leur pays, que nous considérons comme ambassadeurs pays, parce que c'est ambassadeur de la culture haïtienne, c'est ambassadeur Haïti à tous les points de vue, parce que sur le plan économique, ils ont contribué dans le développement pays, ils ont quimbe les familles haïtiennes dans l'activité économique, ils ont représenté le pays sur le plan culturel, sur le plan artistique, et même sur la question gastronomie, ils ont représenté le pays. Alors, leur ils viennent porter solidarité, ça, c'est pour montrer que diaspora, tout pays qui fait partie de Forum, eh bien, ils ont une importance capitale à Haïti et au quoi ils sont capables de mener le développement durable en Haïti et il y a plusieurs projets que ils ont visité parce que c'est financier, ils ont visité lui et nous-mêmes dans MAV nous sommes bien contents pour nous compatriotes nous les quitter pays pas seulement aller pour chercher la vie meilleure pour peut-être pas seulement mais ils faut aller ils faire pour capable venir aider haïtiens qui sont dans le pays à tout. Il y aurait 42 pays là-dedans et ils ont commencé depuis l'année 2002 au capable Haïti très présent là-dedans et plusieurs présidents associations haïtiennes qui constituaient un forum qui là pour capable manifester solidarité parce que c'est ça qui est important c'est solidarité qu'il y a manifesté envers Haïti envers diaspora haïtienne et envers peuple haïtien parce que qu'est-ce qui constitue diaspora haïtienne c'est peuple haïtien les autres deux pays ils pas arrêté seulement pour faire dit développement personnel mais ils réunis ils travaillent ensemble et ils porter retomber pour Haïti et nous-mêmes, le ministère haïtien vivant à l'étranger, nous là pour accompagner au encadrement possible pour arriver capable de faire travail, gens veulent faire souterrain qui peut aller
en faveur du développement durable en Haïti. Il faut dire que cette activité a vu la participation de représentants de l'ambassade de France en Haïti, des collectivités territoriales, de la société civile et de la diaspora haïtienne. Cette rencontre, qui est supportée par l'Agence française de développement, rentre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la diaspora haïtienne le 25 avril. Autre sujet, le projet de la transition des télévisions analogues au numérique suit son cours. C'est selon le directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel, Jean-Marie Guillaume, a informé que le processus a été retardé en raison des récents changements enregistrés au niveau de l'administration publique. Le DG du Conatel a fait savoir que le ministère des Travaux publics, son ministère de tutelle, évalue actuellement de concert avec le ministère de la Communication les possibilités de faire de la télévision nationale d'Haïti la première station digitalisée dans le pays. Jean-Marie Guillaume était au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Capable de dire aujourd'hui que malheureusement nous devons gagner au ralentissement dans le dossier à cause de tout changement politique, etc. qui était gagné, puisque ce dossier qui demandait pour que l'État et haïtien engagé, et c'est ça qui fait que pour l'État haïtien engagé, eh bien, nous gagnons ça, nous les comités interministériels. Nous avons commencé à travailler avec anciens directeurs, anciens ministres, mais malheureusement, avec le changement qui vient de gagner, eh bien, nous connaissons là, nous avons un processus pour nous rééduquer et nouvelle administration. Hein. Mais cependant, je suis capable de dire, bonne nouvelle, c'est que nous travaillons comme un ministère de tutelle, moi qui c'est le ministère des Travaux publics, et en constante communication qu'on est là avec le ministère de la Communication, et côté que nous travaillons justement pour si on est capable de arriver à un accord, côté que la première station qui va digitaliser, c'est RTNH. Donc, Télé Nationale, nous pensons très bientôt, et basé sur la discussion qu'a faite entre deux ministères, et TNH est capable de commencer à diffuser de manière digitale. Et je pense que probablement l'an prochain, 2 à 3 mois, la population pourra commencer à expérimenter et transition ça avec Télé Nationale. Le 15 novembre prochain, c'est la date butoir pour lancer officiellement le projet de portabilité dans le pays. Annonce faite ce lundi par le directeur général du Conseil national des télécommunications. Jean-Marie Guillaume a souligné que les opérateurs doivent s'entendre sur les aspects techniques afin de rendre plus facile et plus efficace ce dossier. Portabilité, c'est qui s'allie, c'est l'orgon numéro de téléphone, au besoin quitter l'opérateur, et bien, ou pas besoin de changer le numéro de téléphone encore. Donc, si mon téléphone Digicel aujourd'hui, j'ai besoin de jouer Natcom, je vais le numéro de téléphone, je vais jouer Natcom. Si mon numéro Natcom, je vais jouer Digicel, je vais le numéro Natcom, je vais jouer Digicel. Donc, ça vient faire que la compagnie n'est pas en otage encore, parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de lever ou quitter la compagnie, et puis on conserve le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est pour vous que le vini. On est capable de faire les prochaines 20 années, ou à changer de compagnie de téléphone. Chaque année, on toujours le même téléphone. Donc, dossier ça, ce dossier qui est en cours, ce dossier que nous avons géré, qui a un aspect technique très pointilleux là-dedans, parce que il faut que deux opérateurs soient capables de reconnaître le numéro, le grand appel qui fait, et bien, numéro ça, même si son numéro qui est Digicel connaît que ce n'est pas pour lui que le numéro ça y a encore. Donc, il y a un bon aspect technique qui pour nous gérer et pour nous capables d'arriver à implémenter portabilité. Et je suis capable de dire aujourd'hui que date de lancement portabilité, c'est 15 novembre 2015. Nous sommes capables, si vous n'êtes pas satisfait avec une compagnie, meilleurs gens pour compagnie avoir bon service. Eh bien, c'est parce que la compagnie connaît qu'à n'importe quel moment, capable de vous quitter, ou à quel numéro, et bien, la compagnie a obligé de bon service. Parlons éducation à présent. Dans le cadre du projet baptisé Certification des écoles amies de l'hygiène, un atelier de formation a été ouvert ce mardi à Pétionville à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires. Durant 4 jours, une quarantaine de participants venus des départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre ont interagi sur des sujets relatifs à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans le milieu scolaire. Une initiative supportée par l'UNICEF, l'UNESCO, la DINEPA, le MSPP, l'ABID, l'OPS, OMS,
le FNUAP et le FAES. Reportage Éphésie Mathieu. Constituer un groupe de formateurs certifiés sur les notions de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, c'est l'objectif de cet atelier. Composé en grande partie des cadres du ministère de l'Éducation nationale, ces futurs formateurs auront pour tâche principale de former d'autres personnes au niveau départemental en matière d'hygiène scolaire. Formation ça, il va montrer tout monde ça yo, on fait tout formateur ça, faut réfléchir d'abord. À travers un documentaire côté on va réagir, on va faire échange. C'est ça atelier en plus. Par exemple pile échange. Évidemment il y a des présentations tout cas faites qui pour montrer moun yo série de bagaille. Mais c'est eux même qui va réfléchir. L'appui technique de la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement aux aspirants formateurs est indispensable. Il va permettre aux écoliers haïtiens de bénéficier de meilleures conditions d'hygiène dans leurs établissements scolaires respectifs. Les efforts de la DINEPA vont d'ailleurs dans le sens de cette durabilité. En témoigne notre implication dans la conception des plans types pour la construction des sanitaires des bâtiments scolaires, les procédures de vidange de ces sanitaires et le développement de protocoles de gestion et d'entretien des sanitaires en milieu scolaire. La santé a toujours été une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale, rappelle de son côté son directeur général. Reynold Telfort énumère les différentes actions menées en ce sens. Ça fait une dizaine d'années au ministère, nous avons participé à plusieurs campagnes de vaccination, campagnes d'information, de sensibilisation contre différentes maladies. Le ministère a distribué des brochures d'information, des kits d'hygiène. Et à l'occasion du séisme, le ministère était très présent pour accompagner les populations au niveau des écoles. Un minimum de 100 établissements scolaires répartis sur tout le territoire national doivent être certifiés durant une période de 2 ans dans les domaines de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ils seront ensuite proposés comme modèle au niveau national. Notons que la Banque interaméricaine de développement finance ce programme pour un montant de 2 800 000 $ américains. À l'étranger, on le disait en titre, la capitale du Népal, Katmandou, a été frappée dans la matinée du samedi 25 avril par un violent tremblement de terre de magnitude 7,9 faisant des pertes énormes en vie humaine et en biens matériels. Le bilan provisoire fait état des centaines de personnes péries, plusieurs bâtiments effondrés et de nombreuses personnes restent ensevelies sous des montagnes de béton, de gravats. Un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. Reportage Euronews. Sauver ceux qui peuvent encore l'être, telle est l'urgence à Katmandou, la capitale népalaise, frappée par un très violent séisme. Des centaines de personnes ont déjà péri et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Dans la ville montagneuse, des cadavres ont été alignés à même le sol, tandis que les rues se transforment en hôpital public. C'est vers 7 heures ce matin qu'un séisme de magnitude 7,9 s'est produit à 80 km au nord-ouest de Katmandou. Il a été ressenti jusque dans la région du mont Everest, où il a provoqué des avalanches. Il a également fait des victimes au Bangladesh et en Inde. La secousse a été ressentie jusqu'à New Delhi, la capitale. À Katmandou, des bâtiments se sont effondrés et de nombreuses personnes restent ensevelies sous des montagnes de béton, de gravats, mais aussi de bois, un matériau utilisé dans la construction des temples hindous. Dans ce paysage dévasté, de nombreux habitants s'improvisent soignants et prennent en charge les blessés dans des lits ou des ambulances de fortune. Les secouristes, professionnels ou non, s'activent eux aussi. Au moins 150 personnes ont été ensevelies sous les décombres de la tour Bhimsen ou d'Arara, un monument construit en 1832, haut de 14 étages et dont il ne subsiste qu'un squelette informe d'une dizaine de mètres. Plusieurs corps ont pu être sortis de cet amas de ruines, mais combien d'autres restent prisonniers à Katmandou? Ce séisme est le plus grave survenu au Népal depuis celui de 1934, qui avait fait plus de 8500 morts. À l'étranger toujours, inactif depuis plus de 40 ans, le volcan Calpuco au Chili a été réactivé ce mercredi. Après 2 éruptions dans le sud du pays, une 3e se prépare selon les scientifiques. Le gouvernement chilien a décrété l'alerte rouge. Dans cette zone touristique, 5000 personnes sont évacuées dans un périmètre de 20 km. Le nuage de cendres du volcan est arrivé jusqu'en Argentine. Les reporters d'Euronews nous en disent plus.
Le Chili, dans l'expectative après les 2 éruptions du Calbuco, un volcan sorti subitement de sa léthargie ce mercredi. Le Calbuco dormait en effet depuis un demi-siècle. Entre fascination et appréhension, le pays se prépare à un éventuel 3e acte. L'alerte rouge a été lancée et 5000 personnes évacuées de cette zone très touristique. Nous avons promulgué une alerte sanitaire dans un périmètre de 20 km autour de la zone d'évacuation, a déclaré la présidente chilienne. C'est une situation qui évolue. Nous allons continuer notre travail de surveillance et d'évaluation des risques, a ajouté Michelle Bachelet. Le Chili compte environ 90 volcans actifs. Le Calbuco est situé au bord de l'océan Pacifique, à 1300 km au sud de Santiago. Depuis son réveil, un nuage de cendres de 10 km de hauteur a jailli tel un geyser et ce nuage ne s'arrête pas à la frontière, comme en témoignent ces images venues d'Argentine. Un nuage qui perturbe également le trafic aérien. Les vols à destination de Bariloche en Argentine et de Puerto Montt au Chili ont été suspendus. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Fin jeudi du processus d'inscription des candidats aux prochaines législatives. C'était la grande affluence dans les bureaux électoraux départementaux le dernier jour des inscriptions. 2029 candidats se sont inscrits sur tout le territoire selon le bilan partiel. La liste définitive devrait être publiée le 1er mai. Dossier libération de Samson La Familia et René Le Récif, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire admet la décision du juge Lamar Bélisère. L'État haïtien attend la décision de la Cour de cassation pour savoir quelle suite donner à l'affaire. Tenue cette semaine de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée, initié par la firme privée Groupe Croissance. Les discussions qui ont duré 5 jours ont été articulées autour du thème « Financer les exportations en Haïti ». Rendez-vous au Champ de Mars cette année pour la traditionnelle foire culturelle et gastronomique célébrant la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai. L'événement qui durera 3 jours sera lancé ce 1er mai, annonce le ministre du Travail. À l'étranger, Katmandou, la capitale du Népal, secouée par un violent tremblement de terre de magnitude 7,9 ce samedi. Le bilan provisoire fait état des centaines de personnes péries, plusieurs bâtiments effondrés et de nombreuses personnes restent ensevelies sous des montagnes de béton et de gravats. Voilà qui met fin à cette édition de Synthèse, le résumé de l'actualité de la semaine sur Télésignal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.